C'est super plaisir de voir une salle pleine hein, sur ce film. Vous applaudissez vous-même, hein, vous applaudissez vous-même. Merci beaucoup, je m'appelle Alan Chic, je fais partie de l'équipe de programmation. Tout à l'heure, je vous ai présenté un film qui s'appelait Linda veut du poulet. Il y a des gens qui étaient là, à part le jury, évidemment, mais... Ah, cool, quand même, ouais, ça marche. Merci de revenir. Ça va les jurés, vous allez bien? Vous avez attaché vos ceintures, là? Ça va s'envoyer. Alors, Mars Express, c'est samedi soir. Samedi soir, c'est quand même le créneau où on se fait plaisir. On voulait vous envoyer, franchement, vous avez un film où vous allez en prendre plein la gueule. Non, mais voilà, c'est samedi soir, on va décoller. Et avant d'accueillir le cinéaste, notre invité, je veux juste vous dire un mot sur comment on a découvert ce film. Moi, à titre personnel, j'ai entendu parler du film il y a 2018. Je me suis dit, quoi? Film de genre français, film d'animation français, science-fiction. On est chez les fous. Donc, en 2018, je me dis, voilà, il y a ce projet magnifique qui émerge, sachant que les derniers films de science-fiction d'animation français, il faut remonter à Lalou, donc Planète Sauvage, Les Mutants de l'espace, ou Métal Hurlant. Ça commence à remonter. Et donc, le temps passe, etc. Le temps passe, l'animation, ça prend du temps. Et j'avance très rapide, on est en 2023, Festival de Cannes, on annonce les premiers films, sélection cinéma à la plage, Mars Express. C'est pas là que je le vois au Festival d'Annecy, qui est le plus grand festival du cinéma du monde d'animation. Séance très 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 attendue, dans une salle qui fait presque 1000 places. À la fin du film, Ovation pendant 10 minutes, donc c'est une grosse séance. Et en le voyant, le film, en le découvrant, à ce moment-là, je découvre, je dis, Festival de Méliès direct, et c'est vraiment un plaisir de vous montrer ce film, vous allez voyager. Et donc, je vous demande d'applaudir chaleureusement Jérémy Perrin, le réalisateur de Mars Express. Bonsoir. Je me demandais si ça allait être, s'il allait y avoir du monde, je pense que la question est vite répondue. Ouais, c'est bien. C'est pas de votre faute hein, d'être nombreux, vous ne pouviez pas contrôler ça. Donc c'est un peu compliqué de présenter un film, mais peut-être tu veux dire, est-ce que tu veux dire 2-3 trucs ou juste on se barre On peut se parler, je pense que les gens sont venus voir un film. En fait on revient derrière, c'est ça qu'on peut dire, pour des questions-réponses si vous en avez, mais à mon avis... Il y a énormément de choses à dire sur le film, tant sur la forme que sur le fond. Non. Moi j'ai énormément de questions et j'espère que vous en aurez autant que moi. On fera circuler un micro. Très très bonne séance et à tout à l'heure. Jérémy Perrin, s'il vous plaît. Voilà, super. Bon, c'est toujours difficile de revenir après un voyage pareil sur Terre, sur notre bonne vieille 2000 Montreuil. On a à peu près une demi-heure, ce qui est en temps normal. Je vais poser les premières questions, je vais poser un contexte, et puis après, un micro tournera. Donc n'hésitez pas, moi on va se mettre dans la lumière, tiens. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais la première chose que j'ai envie de te poser, c'est une question d'ordre général. On dit souvent que voilà, c'est dur en France de faire du film de genre, on dit qu'on galère pour plein de raisons, on va pas forcément les rigoter. Au début du film, tu as quand même de jolis logos, Canal+, France Télévisions, le CNC. Comment s'est monté ce projet? Est-ce que c'était dur pour toi? C'est un premier long métrage en plus. Est-ce que tu as ressenti, je sais pas moi, de la gêne de la part des financeurs, ou au contraire un enthousiasme? Est-ce que c'était un film difficile à faire? Ben non. Je vais répondre que par oui ou non. Non. C'était pas très compliqué. On a eu 1 an de montage financier. Il se trouve que je pense qu'on a profité de 2 choses à la fois. Avant ce film, j'ai fait une série qui s'appelle Last Man, la saison 1, du moins j'en étais le réalisateur. Et elle a eu un succès assez inattendu, ce qui déjà aide quand on fait un projet suivant. Et l'autre truc, c'est que je pense le fait que J'ai perdu mon corps a eu beaucoup de mal à se monter et se financer, et
pourtant a eu un succès public en sortant et critique. Beaucoup de partenaires financiers de type France Télévisions, Canal+, le CNC, etc. s'est dit on a loupé le coche de quelque chose dans l'animation pour adultes et au cinéma. Et je pense qu'on a profité de ces deux éléments. Maintenant, c'est mon point de vue lointain de réalisateur qui ne fait pas la recherche de financement. Ça, c'est le producteur, c'est son métier, je ne veux pas en entendre parler, en fait. T'as bien raison. Et toujours sur la production du film, sur notamment l'écriture, il me semble que vous avez écrit à 4 mains avec ton co-scénariste Laurent Sarfati, qui était déjà dans la SMAL. Il y a plusieurs... Tu as ramené plusieurs gens avec lesquels tu bossais sur la semaine sur ce métrage. Est-ce que tu peux nous parler de l'écriture de ce film qui est quand même essentiel dans un projet de cette envergure? C'est-à-dire, j'imagine que tu dois avoir d'abord un scénario hyper solide avant d'aborder les financeurs et même d'aborder le storyboard, l'animatique et toutes ces étapes-là. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'écriture de ce film? Oui, il se trouve que, bon, avec Laurent, on écrit depuis assez longtemps. Tout ce que j'ai réalisé, j'en ai écrit le scénario avec lui. On avait une envie de science-fiction depuis très longtemps et c'est à la suite du succès de La Semaine où le producteur nous a proposé de faire la saison 2, j'avais pas envie. Il nous a proposé de faire un long métrage La Semaine, j'avais pas envie non plus. Donc il nous a demandé vous voulez faire quoi? Et en fait on avait déjà cette envie de faire un film de SF depuis assez longtemps et donc on a profité de cette question pour lui dire on veut faire un film de SF. Et c'est ce qu'on a fait. Alors après, comment on écrit un film de SF? On ne savait pas trop, on s'est lancé comme on fait d'habitude, et puis on est surtout des amateurs de science-fiction, donc on a suivi un petit peu ce qu'on aimait dans la SF, ce qui nous semblait manquer dans le paysage cinématographique à ce moment-là, en science-fiction. On avait cette impression que la SF était toujours un peu présente, mais le plus souvent, de nos jours, elle était plutôt dans le registre du merveilleux, du magique, de l'heroic fantasy. Je pense à... Du Marvel aussi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que chez Marvel, il y a toujours une part de science-fiction, mais c'est du super-héros, c'est pas très scientifique, quoi, en gros. Et sinon, il y a Star Wars, mais c'est pareil, c'est plus du conte de fées SF, quoi. Et nous, on voulait faire de la hard SF. Donc c'est cette science-fiction un peu plus réaliste, un petit peu plus dure sur les concepts, etc. Et pour ce faire, donc, ce qui me semble, c'est que la science-fiction, c'est surtout des thématiques et un univers que ça déploie, mais par contre, en termes narratifs, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Si bien que c'est pourquoi le film est aussi un film noir, un film de détective privé, et c'est ce mélange des deux qui donne ce résultat. C'est ma question suivante. Ben voilà. J'ai pré-shot. Mais c'est vrai, j'ai plus de questions derrière. Non, mais ce que moi j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que, effectivement, on l'a dit en intro, on le redit, c'est un film de SF, complètement assumé. Je pense que le public a vu de nombreuses citations, de nombreux hommages. Mais quand même, en fait, quand on regarde un peu, c'est quand même un film noir qui lorgne aussi du côté de Chinatown, par exemple, de Polanski. Et ça donne vraiment une... En fait, la SF est constamment présente, mais le film narratif, le film conducteur, c'est cette enquête et qui, effectivement, vient plus du film noir. Non, moi, du coup, j'ai oublié ma dernière question. Désolé. On va passer la parole à... Il y a pas de mal. On va passer la parole à la salle. C'est une première question, une première réaction. Je veux bien. Oui, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film, j'ai beaucoup aimé, vraiment, c'était une grosse merci. Du coup, le film a été écrit, vous avez commencé l'écriture il y a quelques années déjà, et pourtant il est très actuel, on a vu ça notamment avec les images des policiers qui sont floutées, on a eu le débat il y a un an en France, on a les références, je crois qu'il y a le capitaine du Nexus 6 qui fait les voix dans le film, enfin il y a beaucoup de trucs qui sont assez actuels. Comment est-ce qu'on reste dans l'air du temps quand on écrit un film sur si longtemps? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réécriture? Combien de versions il y a eu du scénario? Moi, je m'intéresse beaucoup à la narration, du coup, ça m'intéresse. C'est plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, les visages des flics qui sont censurés, c'était pas au scénario. J'ai eu l'idée au moment du storyboard. C'est un truc qu'on peut, de toute façon... si vous voulez, les flics ont été dessinés en entier. Moi, je connais leur visage.
Mais une fois qu'on arrive au compositing, on peut encore décider de travailler ou de traiter l'image. Et typiquement, pixeliser un visage, c'est un filtre qu'on applique à la fin de la fabrication. Cela dit, c'était déjà dans le storyboard, parce que c'était arrivé, je ne sais plus, cette histoire de pixeliser ou de, disons, masquer d'anonymiser les policiers. C'était un débat et une discussion qui a eu lieu pas l'année dernière, je crois que c'était un peu plus vieux que ça quand même, c'est genre il y a 3 ans. J'ai une notion du temps qui est un peu explosée maintenant, donc ouais, il y a des choses qu'on peut ajouter au fil de l'écriture. Le storyboard est un moment comme ça. Quant au scénario, enfin, vous en avez pas parlé, mais j'imagine que vous avez ça en tête sur les questions d'intelligence artificielle. Bon, c'est une thématique qui est inhérente à la science-fiction depuis déjà presque 100 ans, j'ai envie de dire. Donc c'est juste l'actualité qui nous rattrape, en fait, je pense. Une question juste là. Oui, c'est bon. Donc merci beaucoup pour ce film, il est très impressionnant. Je reviens sur un détail que vous avez donné tout à l'heure, le fait que vous vouliez que ce soit de la hard science, et je pensais comparer ça avec The Expanse, où il y a une volonté vraiment de présenter en hard science. Où est-ce que vous mettez la limite de ce que vous allez vraiment montrer de différent? Par exemple, tout se passe sur Mars, la gravité martienne est beaucoup plus faible, ce qui fait que normalement les gens devraient se déplacer pas comme sur la Lune, mais quand même pas comme on le voit dans le film. Donc ça, c'est clairement une limite que vous avez adoptée. Mais comment est-ce que vous décidez jusqu'où vous allez dans le réalisme et où est-ce que vous vous arrêtez pour raconter votre histoire? Excellente question. Alors, il se trouve que j'ai pas vu The Expanse déjà, mais oui, on s'est posé toutes ces questions. En fait, il est même probable que nos personnages, normalement, devraient être un peu plus longilignes du fait d'une gravité plus faible, et que dans le film, on est sur déjà un certain nombre de générations habitant sur Mars. Simplement, après, c'est une question de comment le spectateur comprend ce qu'on lui montre ou pas. Est-ce que c'est trop bizarre, ou est-ce que toutes ces choses-là. Par contre, par exemple, quand Aline et Roberta sont sur Terre, on le comprend peut-être pas forcément, mais elle porte un exosquelette. C'est une sorte de combinaison, mais qui est suffisamment avancée pour pas ressembler aux exosquelettes qu'on a aujourd'hui, qui généralement se présentent sous forme de tiges de métal extérieures, etc. Et donc là, elle porte un exosquelette qui est plus dans une matière molle, mais voilà, elles ont une Minerve qui leur soutient la tête et la colonne vertébrale, etc. Donc c'est quand même des choses qui sont des détails qui montrent qu'on y a réfléchi un petit peu, mais on l'expose pas du tout, en fait. C'est comme si une des volontés que j'avais, c'était de balancer le spectateur dans ce monde-là, sans lui donner forcément toutes les clés, comme si vraiment on était téléporté à ce moment-là, et de pas avoir les spectateurs les personnages qui avaient besoin entre eux de faire des expositions des technologies qu'ils utilisent, parce que ces personnages connaissent tout ça déjà, ils n'ont pas besoin d'en parler. Une question par ici. Oui, bonsoir et bravo pour ce film. Merci. Dans le film, on voit des robots qui ont des directives, qui n'ont pas le droit de faire violence aux humains ou de les tuer, sauf s'ils sont déprogrammés, évidemment. Donc vous avez réussi à faire un film qui parle des lois de la robotique d'Asimov sans parler des lois de la robotique d'Asimov. Donc bravo, et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on a réussi. Je sais pas comment... Est-ce que c'est vraiment une question? Non, mais merci beaucoup. Oui, en fait, on est parti du principe que il me semblait que c'était des lois assez connues. Et enfin, disons qu'on n'a pas cité Asimov, parce que je pense que juste 3 lois ne sont pas suffisantes. De toute façon, il me semble que dans les bouquins d'Asimov, il montre qu'il y a des moyens de détourner ces 3 lois. D'ailleurs, Roberta parle d'une directive 7, si bien qu'il y en a plus que 3.
Mais voilà, oui, c'est totalement en lien avec Asimov, évidemment. Une question juste là. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la fin, s'il vous plaît, quand vous êtes là? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de... Quand on demande à David Lynch d'expliquer ses films, vous savez ce qu'il répond? Il dit non, ouais, ben, je vais faire pareil. Non, je suis désolé, soit ça veut dire que j'ai raté le film, et je veux pas admettre ça, soit non, mais je vais pas vous raconter la fin. Et puis c'est la liberté qu'on a, nous, tout public. Oui, c'est ça. En plus, la volonté de cette fin, c'est qu'on puisse un peu la décider soi-même, et de réfléchir à pourquoi on décide que cette fin, elle fait ce sens-là pour soi. Ben oui, mais moi j'ai une version sur les deux fins possibles du film, mais je n'ai pas envie de vous la donner. Je ne veux pas vous influencer. Monsieur, je pense que le réalisateur a donné sa réponse, et puis on va passer à une autre question. Où est-ce que vous avez tourné les scènes du film? Eh ben, assez bizarrement, je peux te répondre à Montreuil. Parce que un des studios principaux du film se trouve être à Montreuil, c'est Je suis bien content. Mais il y avait d'autres studios, il y en avait un à La Réunion, il y en avait un à Lille, à Strasbourg, à Angoulême. Mais bon, c'est pas vraiment un tournage, tu sais, c'est des dessins, donc on peut faire ça un peu n'importe où. Mais je prolonge la question qui était posée, il y a peut-être quelque chose qui se rapproche du tournage, c'est que tu castes tes comédiens, j'imagine. Tu as dû choisir les comédiens, et en général dans l'animation, corrige-moi si je me trompe, mais on enregistre les voix avant. Et peut-être que tu peux nous parler un peu de ce casting, la direction de comédiens, et pourquoi tu as choisi tes acteurs. Il y a quand même Malric qui est hyper connu, est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors effectivement, contrairement à... non, j'allais dire contrairement à des films en prise de vue réelle, mais c'est pas si vrai. Si, il y a quand même une différence avec la prise de vue réelle, c'est que l'enregistrement des voix est très rapide, ça se fait en une semaine. Et un comédien ou une comédienne vient pour 2 jours maximum. En tout cas, les rôles principaux, Léa Drucker, on a passé 2 jours ensemble seulement, parce qu'il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'éclairage à installer. On est dans le studio et on enregistre toutes les phrases comme ça. Ils n'ont pas d'image. Parce que c'est enregistré avant l'animation. On fait l'animation en fonction des voix et non pas à l'inverse, pour un principe simple qui est que on a la voix et ça peut inspirer aux animateurs et aux animatrices des idées d'acting, d'animation, et aussi on peut caler les animations de lèvres parfaitement sur les voix. Le casting il s'est passé entre le producteur, le scénariste, le directeur plateau qui nous a fait plein de propositions de comédiens et comédiennes, et moi. Et en fait, on écoute des bandes démos, on réfléchit à qui on verrait bien dans tel rôle. Donc c'est forcément, une fois que le scénario est écrit et validé, je sais pas, après tout le monde lance des idées, puis on rebondit dessus, on se dit « Ah oui, ça marcherait bien ». Enfin, comme un casting en fait, ça reste classique. C'est vrai que le producteur avait un désir d'avoir des comédiens plus, j'allais dire, spécifiquement de films français live et connus, pour attirer le public, j'imagine. Moi, c'était pas forcément mon intention au départ, mais du moment que les comédiens et comédiennes étaient bons, je n'avais pas de problème. Et voilà. Après, partant du principe que je saurais que j'aurais des comédiens plutôt affiliés à la prise de vue réelle, et également des comédiens plus rodés à l'exercice du doublage, je me suis dit, bon bah, amenons aussi des gens qui n'ont pas fait ça, qui sont ni de ce domaine-là, ni de l'autre. Et c'est pour ça que je suis allé voir des youtubeurs que j'aime bien. C'est pour ça qu'il y a Usul ou le capitaine du Nexus 6 dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Ouais, j'arrive.
Bonsoir, merci beaucoup pour le film, c'était très 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 beau, c'était magnifique. Ma question c'était par rapport à tout le développement visuel du film. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de... dans tous les robots, dans les infrastructures et tout, c'est très très travaillé et je me demandais à la fois est-ce que ça a pris du temps, comment vous avez fait pour designer tout ça, et à la fois quelles sont vos inspirations aussi qui ont amené à cette œuvre d'art. Cette œuvre d'art, carrément. Merci. En fait, on n'a pas eu tant de temps que ça pour préparer tous les designs de tout le film, donc il y a eu beaucoup d'improvisation au fur et à mesure. C'est un film comme ça, normalement, en tout cas dans une production américaine, je parle d'eux parce que c'est plus souvent eux qui font des films de SF, il y a un temps de pré-production et de recherche de design, de world building qui est énorme. Nous, on n'a pas tellement eu ce luxe. On a dû un petit peu... on a eu un tout petit peu de temps, on a eu genre 1 mois ou 2. On était avec Michael, et puis voilà. Mais après quoi, on a engagé des gens pour faire des designs de personnages, de robots. Il y en a même dans la salle. Mais c'était vraiment, il fallait pondre du design à la pelle, quoi. Et ça devait être validé très vite. On n'avait pas le temps de se poser trop de questions et de se dire « Ah, je sais pas, peut-être enlever ce petit boulon-là. » Et puis, non, c'était « Ok, c'est bon. » Oui, bonsoir, merci pour votre film. Et je me demandais le lien avec le jeu vidéo du film. J'ai vu pas mal de références. Et je voulais savoir si je l'avais rêvé. Non. Et l'autre, c'était le nom du personnage principal, qui est Roberta Williams, qui est aussi quelqu'un de très très connu dans le jeu vidéo. Et ça m'a pas mal travaillé. Je voulais un peu d'éclaircissement là-dessus. Non, effectivement, il y a plein de petites croquettes pour les amateurs de jeux vidéo. En fait, dans un film, il faut créer plein de noms tout le temps de personnages, ou des marques, ou des objets qui ont des noms, etc. Et avec Laurent Sarfati, donc le co-scénariste, et même avec Michael, quand on devait faire des props, des objets sur lesquels il y a des marques et tout, pour aller plus vite et pas réfléchir 500 ans à comment on appelle ça, on s'est dit on va aller piocher dans les noms des créateurs et créatrices de jeux vidéo. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est même concentré sur les créatrices parce qu'il y en a beaucoup moins. Et donc c'était plus rapide de trouver des idées. Du coup, la discussion qu'on a là maintenant, ça me fait penser, tout le film est un vrai exercice d'épure, je trouve, autant dans sa durée, 1h29, 1h25, et que dans la façon dont tu nous informes de l'univers, tu l'as dit tout à l'heure, mais le film passe pas beaucoup de temps à nous expliquer ceci, cela. Et j'ai un exemple probant de ça, et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus, c'est les 2 scènes d'intro. La première qui se passe sur Mars, tout le monde l'a vu, cet assassinat. Nous, public, on se dit, c'est peut-être, on a nos personnages principaux, et on change, on revient sur Terre, et on a du coup d'autres personnages, et on se dit, en fait, peut-être que ce sont eux les personnages principaux. Est-ce que tu peux nous parler de cette séquence d'intro, de cette volonté d'aller à l'épure et d'aller à l'essentiel? C'est non seulement aller pur, en effet, à l'efficacité, en réalité, mais aussi je joue à un jeu un peu ambigu, c'est-à-dire qu'au début on est sur Mars, mais on n'en sait rien. On le sait après, quand on finit par retourner sur Mars et visiter cette chambre, mais quand ça démarre, ça ressemble à une chambre étudiante un peu classique, quoi. Donc on n'en sait rien, le film s'appelle Mars Express, et puis finalement on est sur Terre au début, pourtant il y a un ciel un peu orange, on se dit c'est peut-être Mars, mais en fait non, c'est la Terre qui est déglinguée. Voilà, et en fait il y a aussi un mix d'épure et de faux semblants tout le temps, mais c'est ça qui était assez compliqué à gérer, être sûr que les spectateurs se perdent pas, et j'ai l'impression qu'ils se perdent pas trop, je suis assez content de ça finalement. Vous n'avez pas l'air très perdu, j'ai l'impression, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, bravo, c'était... Merci. C'était pour savoir, par rapport à la construction d'un univers, on voit beaucoup de références, évidemment, à des jeux vidéo, à des films, à de la SF en général, mais c'est pour savoir comment on construit un univers, si on fait d'abord une première phase, ou si on l'inclut au scénario directement, ou si tout l'univers est seulement limité au scénario, si vous avez d'autres choses que vous ne montrez pas. Est-ce qu'il y aura une suite? Non, mais bon, peut-être, mais...
C'est assez organique, assez compliqué. Il y a beaucoup d'idées qui sont lancées pendant l'écriture et beaucoup de ces idées qui sont éjectées parce que pas le temps, parce que finalement ça ralentit l'histoire ou on n'arrive pas à le caler. Enfin voilà, ça devient un peu gênant. Mais par contre, c'est toujours dans un coin de ta tête. Et quand tu arrives au moment où il faut dessiner les décors, les personnages, etc., tu as quand même une vision en tête de toutes ces idées que tu as mis de côté, mais qui pourtant sont cohérentes avec le reste, mais que tu ne montres pas. Et je pense que tout ça reste une source d'inspiration pour, disons, rendre l'ensemble cohérent. Au moment du scénario, il y a quand même plein de règles que tu te donnes sur cet univers-là, mais au moment où tu fais des designs aussi, je veux dire par exemple les voitures, on n'avait pas imaginé qu'elles avaient des roues, pas de roues, quoi. Dans le scénario, c'est des voitures, bon voilà. Et au moment de devoir les designer, on se dit, finalement, quand on dessine des pneus et tout, ça fait un petit peu trop contemporain. Ça fait pas, on n'a pas cette ambiance, cette sensation de futur. Donc, on a décidé de faire des roues avec un système de supraconducteur. Ça touche pas le sol, c'est à 1 millimètre du sol, un truc comme ça. Et de là, ça donne l'idée de pouvoir avoir des mouvements un peu particuliers pour la voiture et pas juste tourner comme le font les nôtres. Voilà. En fait, on se donne des règles et après on en tire le fil pour décliner et avoir cette impression cohérente à la fin. Merci beaucoup. J'ai adoré cette coexistence entre le film noir et le film d'anticipation. J'avais juste une question un peu simple, naïve comme ça. C'est vous, est-ce que vous avez peur des robots? Que pensez-vous d'Elon Musk et de Neuralink? Et est-ce que vous seriez dans la rue à manifester si vous étiez dans votre film? Alors, moi je manifesterai pas contre les robots, je manifesterai contre les propriétaires des robots. Ensuite, Elon Musk, c'est un sale con. C'était quoi le dernier? Est-ce que j'ai peur des robots? J'ai peur des robots dans le capitalisme. Sinon, les robots, pourquoi pas, hein. S'ils peuvent nous empêcher d'avoir mal au dos, très bien. Mais il ne faut pas leur donner faut pas qu'ils soient sensibles. Sinon, c'est un cadeau empoisonné pour eux. Une question par ici. Bonsoir, merci beaucoup pour le film, j'ai beaucoup aimé. Vous abordiez tout à l'heure le sujet d'aller à l'essentiel et de ne pas s'éterniser sur la prise de décision pendant le processus créatif. Je sens que la capacité de trancher, de décider, c'est quelque chose qui... Je me demandais si c'était inné chez vous ou si ça avait été acquis. Et dans quelle mesure vous pensez que votre succès professionnel est lié à cette capacité-là? Oui. Question, c'est ta psychanalyse ce soir. Oui, c'est ça, je vais m'allonger. Non, en fait, vraiment, la production d'un film d'animation comme celui-là, c'est un relatif bon budget à l'échelle du cinéma français, on va dire, mais pour un film de SF, c'est assez petit finalement, et ça implique qu'on doit aller très vite tout le temps. Et en fait, une fois qu'on est lancé dans ce TGV, il faut bien prendre des décisions, donc on est obligé de les prendre. Je veux dire, je sais pas comment répondre à votre question en fait. Non mais tu réponds comme tu veux et puis... Oui, je sais bien. Merci. C'est vrai. Ouais. Non, mais en fait, on a un peu un couteau sous la gorge, si vous voulez. Donc il faut prendre une décision. Voilà quoi. Donc on essaye d'être le plus malin possible, que ça coûte le moins cher possible. Dans ces cas-là, j'essaie d'être le plus pragmatique vis-à-vis à la fois du scénario, des personnages et du prix que ça va coûter. Dernière question, tout au fond. Merci beaucoup. Oui, les réalisateurs sont souvent perçus comme en fait l'auteur de leur film. Et enfin, je veux dire, vous êtes là tout seul à nous parler.
on dit votre film, il y a du coup cet aspect quand même assez hiérarchique, et singulaire, singulier, alors que la production de film, c'est un travail d'équipe. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Je suis assez d'accord avec vous et j'essaye le plus possible de ne pas dire mon film. Je ne sais pas comment vous répondre mieux. Après, c'est vrai que les films et leur organisation est faite comme ça, avec quelqu'un qui est à la tête et qui dirige les équipes, qui essaye de donner une direction générale, comme un chef d'orchestre, c'est souvent la métaphore qui est filée, ou comme un général de guerre, comme le disait Kubrick. Mais voilà, je sais pas. Je pense quand même que c'est bien quand c'est... Comment dire, que c'est collégial dans la création de l'univers, mais qui est quand même quelqu'un qui insuffle une direction générale malgré tout. Parce que je vois des films d'animation qui ont plusieurs réalisateurs et à chaque fois j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'identité dans ces films. Et je pense aux films américains, l'école disneyienne par exemple, les studios Disney. Voilà, on ne connaît pas les noms des réalisateurs, à part quand on est immense nerd, mais sinon, on se dit c'est un film Disney, alors que Disney n'est pas du tout réalisateur, c'est un type de film de studio, en fait. Et donc, je trouve pas que les films Disney aient une personnalité... chaque film n'a pas une personnalité si forte que ça. Je suis en train de faire d'assassiner Disney, je sais pas si ça a un intérêt. Fais ce que tu veux. Bon, bref. Ils ont tellement de thunes que... Oui, c'est vrai, ils s'en foutent. Mais... Oui, je suis tout seul sur scène, voilà. Avant de te laisser, je vais poser la dernière question. On avait commencé à amorcer cette question du rapport politique du film, rapport économique, etc. Il y a une séquence que j'aime beaucoup, c'est peut-être ma préférée. Elle intervient quasiment à la fin. Il y a le personnage principal qui arrive, qui prend en joue cette espèce de multimillionnaire et il donne l'ordre à ces gorilles de cesser. Et ils attendent. En fait, le mec il est hors service. Et il y a une séquence très belle où tu fais apparaître tous les visages en zoom et le board, les actionnaires ont pris le contrôle. C'est un truc qui est assez récurrent dans les scènes des conglomérats, etc. Mais je trouve que c'est aussi quelque chose dans ton film qui donne une autre couleur et qui le rattache à quelque chose de très très concret, comme disait monsieur sur les robots, etc. Et juste après, l'héroïne meurt. Enfin, c'est à ce moment-là même. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette séquence, comment tu l'as construite, comment elle est arrivée C'est que, en fait, aujourd'hui, et puis ça fait, parce que c'est un cliché, quand tu vois un personnage milliardaire, c'est le méchant, c'est sûr. Donc, et je pense que c'est vrai, en effet, les milliardaires sont méchants, et qu'il faudrait les interdire. Mais je voulais quand même apporter un peu un twist dans le scénario et dire que tout simplement tu l'enlèves, mais il y en a derrière lui. En fait, là, il n'est pas tout seul, c'est un système. Et c'est ça, en fait, Aline, elle se retrouve seule face à un système. Et c'est pour ça qu'elle s'en sort pas. Elle peut pas combattre un système entier toute seule. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci. N'oubliez pas de voter en sortant. Le film sort le 22 novembre, il sera évidemment DBS, mais partout en France. Donc parlez-en autour de vous, le film en aura certainement besoin. Et encore merci, Jaïm. Merci.